Les rues de banlieue de Baldwin, à Long Island, sont calmes aujourd'hui. Mais à l'été 1935, elles allaient devenir l'épicentre de l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire américaine. Une affaire qui allait réveiller le cœur sombre d'une femme que la presse surnommerait la Borgia aux yeux noirs. Le 27 septembre 1935, Ada Applegate s'est effondrée chez elle, se tordant de douleur. Quelques heures plus tard, elle était morte. Son mari, Everett, a prétendu qu'il s'agissait d'une maladie soudaine, mais la vérité allait se révéler bien plus sinistre. La responsable de la mort d'Ada était une personne en qui elle avait une confiance aveugle, sa meilleure amie et colocataire, Mary Frances Crichton. Mais ce n'était pas la première fois que Mary côtoyait la mort. Au moment où Ada Applegate a rendu son dernier soupir, Mary Frances Crichton avait déjà perfectionné son art macabre, laissant derrière elle une traînée de corps empoisonnés s'étendant sur plus d'une décennie. Voici la troublante histoire vraie de la Borgia aux yeux noirs. Mary Frances Avery est venue au monde le 29 juillet 1899 à Rahway, dans le New Jersey. La tragédie a frappé tôt dans sa jeune vie lorsque ses deux parents sont décédés alors qu'elle n'était qu'encore qu'une adolescente, laissant Mary et ses frères et sœurs être élevés par leurs grands-parents maternels. La perte de ses parents à un âge si formateur laisserait de profondes cicatrices psychologiques, créant un vide que Mary passerait le reste de sa vie à essayer de combler, souvent au détriment de la vie des autres. Elle n'était pas connue comme une élève exceptionnelle, mais Mary possédait quelque chose de bien plus dangereux que le brio académique, une compréhension innée de la nature humaine et de la manière de la manipuler. En devenant une jeune femme, Mary a appris à utiliser son charme comme une arme, se servant de ses yeux sombres et de son sourire gagnant pour désarmer son entourage. Ce furent les outils qui feraient d'elle l'une des tueuses les plus efficaces de sa génération. Au début des années 1920, Mary épousa John Crichton et ils emménagèrent ensemble chez les parents de celui-ci dans le New Jersey. Le jeune couple accueillit également dans leur foyer le frère adolescent de Mary, Charles Raymond Avery. Pour le monde extérieur, ils semblaient être une famille aimante et unie, surmontant ensemble les épreuves de la vie. Mais sous cette façade d'harmonie domestique, Mary planifiait déjà ses premiers meurtres. Les décès commencèrent en 1920, d'abord avec les parents de John, Anna et Walter Crichton. L'un après l'autre, ils tombèrent mystérieusement malades, avec des symptômes similaires. De violentes douleurs à l'estomac, des vomissements et un dépérissement progressif que les médecins de l'époque peignaient à expliquer. Tous deux moururent à quelques mois d'intervalle, laissant derrière eux des enfants endeuillés et une série de questions sans réponse qui hanteraient la famille pendant des années. Mais l'appétit de Mary pour la mort était loin d'être satisfait. En avril 1923, son frère Charles Raymond Avery commença à ressentir les mêmes symptômes terrifiants qui avaient emporté les parents de John. Le jeune homme de 18 ans, qui souffrait de tuberculose, devint de plus en plus faible et décharné. Pendant des semaines, Mary joua le rôle de la sœur dévouée, le soignant avec une tendresse apparente, tout en lui administrant secrètement le poison qui allait le tuer. Le 20 avril 1923, Charles Raymond Avery mourut dans d'atroces souffrances. Mary et John s'empressèrent de percevoir sa police d'assurance vie de $1000, dont Mary était la principale bénéficiaire. Elle avait également hérité de son fonds en fiducie, ce qui lui procura une manne financière qui financerait son style de vie de plus en plus confortable. Mais la mort de Charles ne passerait pas inaperçue. 4 jours après son enterrement, le procureur John O. Bigelow reçut une lettre anonyme qui allait tout changer. La lettre accusait Mary Crichton d'avoir lentement assassiné son propre frère, décrivant avec des détails glaçants comment elle l'avait systématiquement empoisonné au cours de plusieurs semaines. L'enquête qui s'ensuivit révéla l'horrible vérité. Lorsque le corps de Charles Raymond fut exhumé et examiné, les experts légistes trouvaient des niveaux mortels d'arsenic dans ses restes. Le même poison qui avait emporté les parents de John fut retrouvé dans l'organisme du jeune homme, établissant un schéma clair d'empoisonnements en série qui pointait directement vers Mary Frances Crichton. Le 12 mai 1923, Mary et John Crichton furent inculpés de meurtre.
l'affaire qui suivit captiva la nation, alors que les procureurs dépeignaient une femme au sang-froid qui avait tué les membres de sa propre famille pour un gain financier. Marie avait soigneusement choisi ses victimes, des personnes qui lui faisaient implicitement confiance et qui n'avaient aucune raison de soupçonner que la femme qui s'occupait d'eux les empoisonnait en réalité à chaque repas qu'elle préparait. L'arsenic était son arme de prédilection et elle la maniait avec une précision mortelle. Connue dans le milieu criminel sous le nom de « poudre de succession », Inheritance Powder, l'arsenic était pratiquement indétectable dans les années 1920, à moins d'être spécifiquement recherché lors d'une autopsie. Il pouvait être facilement mélangé à la nourriture ou aux boissons, et ses symptômes imitaient souvent des maladies courantes, permettant à des tueurs comme Marie d'opérer sans être détectés pendant des années. Le procès révéla la nature méthodique des crimes de Marie. Elle n'avait pas tué par passion ou par désespoir, mais avec le calcul froid de quelqu'un qui considérait le meurtre comme un simple moyen d'arriver à ses fins. Chaque victime avait été soigneusement sélectionnée en fonction de sa valeur financière pour elle, et chaque mort avait été méticuleusement planifiée et exécutée sur des semaines ou des mois d'empoisonnement progressif. Cependant, le système judiciaire des années 1920 n'était pas préparé à quelqu'un comme Mary Frances Creighton. Malgré les preuves accablantes contre elle, elle et John furent acquittés faute de témoins oculaires de l'empoisonnement lui-même. Le système juridique exigeait une preuve directe de l'acte, et Mary avait pris soin de ne jamais être observée en train d'administrer les doses mortelles. L'acquittement fut un coup terrible porté à la justice, mais ce ne serait pas la fin de l'histoire de Mary. Enhardie par sa victoire juridique, elle commença à se considérer comme intouchable, au-dessus des lois et hors de portée de la morale conventionnelle. Cet orgueil démesuré allait finalement causer sa perte. Après leur acquittement, Mary et John déménagèrent à Long Island, dans l'État de New York, cherchant un nouveau départ loin des rumeurs et des soupçons qui les suivaient dans le New Jersey. Mais Mary ne pouvait échapper à sa propre nature. La pulsion de tuer, une fois éveillée, était devenue une partie intégrante de ce qu'elle était. En 1934, les Creighton, désormais avec 2 enfants, leur fille Ruth et leur fils John Jr., emménagèrent chez Everett et Ada Applegate à Baldwin, New York. Pour le monde extérieur, c'était un arrangement pratique entre amis, mais il allait bientôt devenir le théâtre du crime le plus dévastateur de Mary. Everett Applegate était un homme au caractère douteux, et il ne lui fallut pas longtemps pour entamer une liaison avec Mary. Mais ses intérêts s'étendaient au-delà de la femme mariée pour atteindre sa fille, Ruth. En juin 1935, l'homme d'une trentaine d'années couchait avec la jeune fille, créant un écheveau de dysfonctionnements sexuels et émotionnels qui aurait des conséquences explosives. Ada Applegate, l'épouse d'Everett, devenait de plus en plus méfiante des activités qui se déroulaient sous son propre toit. Elle avait commencé à reconstituer la vérité sur les infidélités de son mari et menaçait de révéler toute cette affaire sordide. Pour Mary, Ada était devenue un fardeau qu'il fallait éliminer. La méthode était familière, l'arsenic, administré progressivement sur plusieurs jours. Marie préparait les repas d'Ada avec le même soin affectueux qu'elle avait montré à ses victimes précédentes, tout en la tuant lentement à chaque bouchée. Les symptômes d'Ada commencèrent fin septembre. De violentes crampes d'estomac, des vomissements persistants et une faiblesse qui s'accentuait de jour en jour. Le 27 septembre 1935, Ada Applegate mourut dans d'atroces souffrances, son corps ravagé par les effets d'un empoisonnement chronique à l'arsenic. Mais cette fois, Marie avait commis une erreur cruciale. La communauté médicale avait considérablement progressé depuis ses premiers crimes, et la science médico-légale commençait à rattraper les tueurs comme elle. L'autopsie du corps d'Ada Applegate révéla des quantités massives d'arsenic dans son organisme. Contrairement aux affaires du New Jersey plus d'une décennie auparavant, cette enquête fut approfondie et méthodique. La police commençait à découvrir le réseau de scandales sexuels et de motivations financières qui avaient conduit à la mort d'Ada. Mary Frances Creighton et Everett Applegate furent tous deux arrêtés et accusés de meurtre.
L'affaire fit sensation dans la presse new-yorkaise, qui surnomma Mary la Borgia de Long Island et la Borgia aux yeux noirs, la comparant à la tristement célèbre famille de la Renaissance, connue pour son utilisation du poison pour éliminer ses ennemis. Le procès commença au début de 1936, et dès le départ, il était clair qu'il serait différent de l'expérience juridique précédente de Mary. L'accusation disposait de preuves médico-légales accablantes, d'un mobile clair et de témoins pouvant attester des circonstances suspectes entourant la mort d'Ada. Le comportement de Mary pendant le procès révéla la véritable ampleur de son trouble psychologique. Elle ne montra aucun remords pour la mort d'Ada, aucun chagrin pour l'ami qu'elle avait assassiné et aucune préoccupation pour la dévastation qu'elle avait causée à plusieurs familles. Au lieu de cela, elle maintint le même charme calculé qui l'avait si bien servi par le passé, croyant apparemment qu'elle pourrait se sortir de cette situation par la manipulation comme elle l'avait fait auparavant. Le jury ne délibéra que 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. Mary Frances Creighton et Everett Applegate furent tous deux condamnés à mort sur la chaise électrique. La rapidité du verdict reflétait non seulement la force des preuves contre eux, mais aussi la révulsion du public face à la nature de leur crime. Dans le couloir de la mort de la prison de Sing Sing, Mary montra peu de signes de désespoir. Fidèle à sa nature narcissique, elle resta convaincue qu'elle échapperait d'une manière ou d'une autre à son sort, encouragée par la perspective d'un appel favorable. Même face à l'exécution, elle ne pouvait accepter que son règne de terreur soit enfin terminé. Le 16 juillet 1936, Mary Frances Creighton fut attachée à Old Sparky, la chaise électrique de Sing Sing. Dans un ultime acte de défi ou peut-être de terreur absolue, elle s'évanouit avant que l'interrupteur ne puisse être actionné. Elle fut exécutée alors qu'elle était inconsciente, mettant fin à une vie qui avait été consacrée à la mort et à la destruction. Le cas de Mary Frances Creighton reste un rappel glaçant de la capacité au mal qui peut exister chez des personnes en apparence ordinaires. Elle n'était pas un personnage de roman gothique ou une figure de film d'horreur. C'était une femme au foyer, une mère, une femme qui paraissait tout à fait normale à son entourage. Ses victimes lui faisaient entièrement confiance. Elle l'invitait chez elle, partageait leurs repas avec elle et se tournait vers elle pour obtenir réconfort et soins dans leurs derniers moments. Cette confiance rendit ses crimes d'autant plus odieux et son héritage d'autant plus troublant. Le profil psychologique qui se dégage des crimes de Mary est celui d'une psychopathe classique, charmante, manipulatrice et totalement dépourvue d'empathie. Elle ne voyait pas les autres comme des êtres humains dotés d'une valeur intrinsèque, mais comme des objets à utiliser pour son propre profit. Lorsqu'ils cessaient d'être utiles, ou pire, lorsqu'ils devenaient des obstacles à ses objectifs, elle les éliminait sans hésitation ni remords. Son arme de prédilection, l'arsenic, reflétait la nature lâche de ses crimes. Elle tuait à distance, sans jamais avoir à affronter la réalité de ses actes. Ses victimes souffraient seules, souvent sans comprendre ce qui leur arrivait, tandis que Mary maintenait sa façade de sollicitude et d'inquiétude. Le mobile financier de ses crimes révèle un autre aspect inquiétant de sa psychologie. Mary ne tuait pas par passion ou pour se défendre, elle tuait pour l'argent, considérant le meurtre comme une simple forme de planification successorale. La vie des membres de sa famille avait pour elle une valeur monétaire précise, et lorsque cette valeur dépassait l'inconvénient de leur existence, elle agissait avec une efficacité mortelle. Le plus glaçant est peut-être de réaliser que Mary Frances Creighton aurait pu continuer à tuer indéfiniment sans les progrès de la science médico-légale et une enquête plus approfondie. Ses premiers acquittements l'avaient convaincue qu'elle était au-dessus des lois, et tout porte à croire qu'elle aurait fait d'autres victimes si elle en avait eu l'occasion. L'histoire de Mary Frances Creighton sert d'avertissement sévère sur le danger de supposer que le mal doit se manifester. Elle vivait parmi ses victimes en tant qu'amie et membre de la famille de confiance, partageant leur quotidien tout en planifiant secrètement leur mort. Ces crimes nous rappellent que les plus grandes menaces ne viennent souvent pas d'étrangers dans des ruelles sombres, mais de nos proches, ceux qui ont gagné notre confiance et connaissent nos vulnérabilités. En fin de compte, l'héritage de Mary Frances Creighton en est un de trahison, de cupidité et de la perversion ultime des liens qui devraient unir les familles et les amis.
Elle a transformé l'amour en poison, la confiance en vulnérabilité et le soin en meurtre. Son histoire témoigne des plus sombres possibilités de la nature humaine et des conséquences dévastatrices lorsque les limites morales sont complètement abandonnées. La Borgia aux yeux noirs n'est plus, mais ses crimes continuent de fasciner et d'horrifier près d'un siècle plus tard. Elle reste un symbole du mal qui peut se cacher derrière la façade la plus ordinaire et un rappel que les prédateurs les plus dangereux sont parfois ceux qui paraissent les plus inoffensifs. En tuant ceux qui lui faisaient le plus confiance, Mary Frances Creighton n'a pas seulement pris des vies, elle a brisé la croyance fondamentale que nous sommes en sécurité entre les mains de ceux qui prétendent nous aimer. Son exécution en 1936 a rendu justice à Ada Applegate et a apporté une forme de conclusion pour ses victimes survivantes, mais elle n'a jamais pu réparer les dommages qu'elle avait infligés ni restaurer les vies qu'elle avait volées. Mary Frances Creighton avait choisi de devenir une marchande de mort, et à la fin, la mort l'a réclamée à son tour, devenant à la fois son ultime client et son juge suprême.